Jane Austen, Persuasion. Chapitre 1. Sir Walter Elliot de Kellynch Hall, dans le comté de Somerset, n'avait jamais touché un livre pour son propre amusement, si ce n'est le livre héraldique. Là, il trouvait de l'occupation dans les heures de désœuvrement et de la consolation dans les heures de chagrin. Devant ces vieux parchemins, il éprouvait un sentiment de respect et d'admiration. Là, toutes les sensations désagréables provenant des affaires domestiques se changeaient en pitié et en mépris. Quand il feuilletait les innombrables titres créés dans le siècle dernier, si chaque feuille lui était indifférente, une seule avait constamment pour lui le même intérêt. C'était la page où le volume favori s'ouvrait toujours. Famille Elliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, né le 1er mars 1760, épousa le 15 juillet 1784 Elizabeth, fille de James Stevenson, esquire de South Park, comté de Gloucester, laquelle mourut en 1800. Il en eut Elizabeth, née le 1er juin 1785, Anne, née le 9 août 1787, un fils mort-né le 5 novembre 1789 et Mary, née le 20 novembre 1791. Tel était le paragraphe sorti des mains de l'imprimeur, mais Sir Walter y avait ajouté pour sa propre instruction, ainsi que pour celle de sa famille, à la suite de la date de naissance de Mary, mariée le 16 décembre 1810 à Charles Musgrove, esquire d'Uppercross, comté de Somerset. Et il avait fidèlement inséré la date à laquelle il avait perdu sa femme. Puis venait l'histoire de l'ancienne et respectable famille. Le premier de ses membres s'établissant dans le Cheshire, exerçant la fonction de haut shérif, représentant un bourg dans 3 parlements successifs et créé baronnet la première année du règne de Charles II. Le livre mentionnait aussi les femmes, le tout formant 2 pages in-folio, accompagnées des armoiries, et terminé par l'indication suivante: résidence principale, Kellynch Hall, comté de Somerset. Puis à nouveau de la main de Sir Walter, héritier présomptif, William Walter Elliot, esquire, arrière-petit-fils du second Sir Walter. La vanité était le commencement et la fin du caractère de Sir Elliot, vanité personnelle et vanité de rang. Il avait été remarquablement beau dans sa jeunesse, et à 54 ans, étant très bien conservé, il avait plus de prétention à la beauté que bien des femmes, et il était plus satisfait de sa place dans la société que le valet d'un lord de fraîche date. À ses yeux, la beauté n'était inférieure qu'à la noblesse, et le Sir Walter Elliot, qui réunissait tous ces dons, était l'objet constant de son propre respect et de sa vénération. Il dut à sa belle figure et à sa noblesse d'épouser une femme très supérieure à lui. Lady Elliot avait été une excellente femme, sensée et aimable, dont le jugement et la raison ne la trompèrent jamais, si ce n'est en s'éprenant de Sir Walter. Elle supporta, cacha ou déguisa ses défauts et pendant 17 ans le fit respecter. Elle ne fut pas très heureuse, mais ses devoirs, ses amis, ses enfants l'attachèrent assez à la vie pour qu'elle la quittât avec regret. 3 filles, dont les aînées avaient l'une 16 ans, l'autre 14, furent un terrible héritage et une lourde charge pour un père faible et vain. Mais elle avait une amie, femme sensée et respectable, qui s'était décidée par attachement pour elle à habiter tout près, au village de Kellynch. Lady Elliot se reposa sur elle pour maintenir les bons principes qu'elle avait tâché de donner à ses filles. Cette amie n'épousa pas Sir Walter, quoique leur connaissance eût pu le faire supposer. 13 années
s'était écoulé depuis la mort de Lady Elliot, et ils restaient proches voisins et amis intimes, mais rien de plus. Il n'est pas étonnant que Lady Russell n'eût pas songé à un second mariage, car elle possédait une belle fortune, était d'un âge mûr et d'un caractère sérieux. Mais le célibat de Sir Walter s'explique moins facilement. La vérité est qu'il avait essuyé plusieurs refus à des demandes en mariage très déraisonnables. Dès lors, il se posa comme un bon père qui se dévoue pour ses filles. En réalité, pour l'aîné seul, il était disposé à faire quelque chose, mais à condition de ne pas se gêner. Élisabeth, à 16 ans, avait succédé à tous les droits et à la considération de sa mère. Elle était fort belle et ressemblait à son père, sur qui elle avait une grande influence. Aussi avait-il toujours été d'accord. Les 2 autres filles de Sir Walter étaient à son avis d'une valeur inférieure. Mary avait acquis une légère importance en devenant Madame Charles Musgrove, mais Anne, avec une distinction d'esprit et une douceur de caractère que toute personne intelligente savait apprécier, n'était rien pour son père, ni pour sa sœur. On ne faisait aucun cas de ce qu'elle disait, et elle devait toujours s'effacer. Enfin, elle n'était qu'Anne. Lady Russell aimait ses sœurs, mais dans Anne seulement, elle voyait revivre son amie. Quelques années auparavant, Anne était une très jolie fille, mais sa fraîcheur disparut vite, et son père, qui ne l'admirait guère quand elle était dans tout son éclat, car ses traits délicats et ses doux yeux bruns étaient trop différents des siens, ne trouvait plus rien en elle qui pût exciter son estime, maintenant qu'elle était fanée et amincie. Il n'avait jamais espéré voir le nom d'Anne sur une autre page de son livre favori. Toute alliance égale reposait sur Élisabeth, car Mary, entrée dans une notable et riche famille de province, lui avait fait plus d'honneur qu'elle n'en avait reçu. Un jour ou l'autre, Élisabeth se marierait selon son rang. Il arrive parfois qu'une femme est plus belle à 29 ans que 10 ans plus tôt. Quand elle n'a eu ni chagrin, ni maladie, c'est souvent une époque de la vie où la beauté n'a rien perdu de ses charmes. Chez Élisabeth, il en était ainsi. C'était toujours la belle Miss Elliot, et Sir Elliot était à moitié excusable d'oublier l'âge de sa fille et de se croire lui-même aussi jeune qu'autrefois au milieu des ruines qui l'entouraient. Il voyait avec chagrin Anne se faner, Mary grossir, ses voisins vieillir, et les rides se creusaient rapidement autour des yeux de Lady Russell. Élisabeth n'était pas aussi satisfaite que son père. Depuis 13 ans, elle était maîtresse de Kellynch Hall, président et dirigeant avec une assurance et une décision qui ne la rajeunissaient pas. Pendant 13 ans, elle avait fait les honneurs du logis, établissant les lois domestiques, raccompagnant à la calèche, et elle avait eu le pas immédiatement après Lady Russell dans tous les salons et à tous les dîners. 13 hivers l'avaient vue ouvrir chaque bal de cérémonie donné dans le voisinage, et les fleurs de 13 printemps avaient fleuri depuis qu'elle allait avec son père jouir des plaisirs de Londres pendant quelques semaines. Elle se rappelait tout cela, et la conscience de ses 29 ans lui donnait des appréhensions et quelques regrets. Elle se savait aussi belle que jamais, mais elle sentait s'approcher les années dangereuses et aurait voulu être demandée par quelque baronnet avant la fin de l'année. Elle aurait pu alors feuilleter le livre par excellence avec autant de joie qu'autrefois, mais voir toujours la date de sa naissance et pas d'autre mariage que celui de sa jeune sœur lui rendait le livre odieux. Et plus d'une fois, le voyant ouvert, elle le repoussa en détournant les yeux. D'ailleurs, elle avait eu une déception que ce livre lui rappelait toujours. L'héritier présomptif, ce même William Walter Elliot dont les droits avaient été si généreusement reconnus par son père, avait refusé sa main. Quand elle était toute petite fille et qu'elle espérait n'avoir point de frère, elle avait songé déjà à épouser William, et c'était aussi l'intention de son père. Après la mort de sa femme, Sir Walter avait cherché à faire la connaissance d'Elliot. Ses ouvertures ne furent pas reçues avec empressement,
Mais il persévéra, mettant tout sur le compte de la timidité du jeune homme. Dans un de leurs voyages à Londres, Élisabeth avait alors tout l'éclat de sa beauté et de sa fraîcheur. William ne put refuser une invitation. C'était alors un jeune étudiant en droit. Élisabeth le trouva extrêmement agréable et se confirma dans ses projets. Il fut invité à Kellynch. On en parla, et on l'attendit jusqu'au bout de l'année, mais il ne vint pas. Le printemps suivant, on le revit à Londres. Les mêmes avances lui furent faites, mais en vain. Enfin, on apprit qu'il était marié. Au lieu de chercher fortune dans la voie tracée à l'héritier de Sir Walter, il avait acheté l'indépendance en épousant une femme riche, de naissance inférieure. Sir Walter fut irrité. Il aurait voulu être consulté, comme chef de famille, surtout après avoir fait si publiquement des avances au jeune homme, car on les avait vus ensemble au Tattersall et à la Chambre des communes. Il exprima son mécontentement. Mais M. Elliot n'y fit guère attention, et même n'essaya point de s'excuser. Il se montra aussi peu désireux d'être compté dans la famille que Sir Walter l'en jugeait indigne, et toute relation cessa. Élisabeth se rappelait cette histoire avec colère. Elle avait aimé l'homme pour lui-même, et plus encore parce qu'il était l'héritier de Sir Walter. Avec lui seul, son orgueil voyait un mariage convenable. Elle le reconnaissait pour son égal. Cependant, il s'était si mal conduit qu'il méritait d'être oublié. On aurait pu lui pardonner son mariage, car on ne lui supposait pas d'enfant. Mais il avait parlé légèrement, et même avec mépris, de la famille Elliot et des honneurs qui devaient être les siens. On ne pouvait lui pardonner cela. Telles étaient les pensées d'Élisabeth. Telles étaient les préoccupations et les agitations destinées à varier la monotonie de sa vie élégante, oisive et somptueuse, et à remplir les vides qu'aucune habitude utile au dehors, aucun talent à l'intérieur ne venait occuper. Mais bientôt d'autres préoccupations s'ajoutèrent à celles-là. Son père avait des embarras d'argent. Elle savait qu'il était venu habiter la baronnie pour payer ses lourdes dettes et pour mettre fin aux insinuations désagréables de son homme d'affaires, M. Shepherd. Le domaine de Kellynch était bon, mais insuffisant pour la représentation que Sir Walter jugeait nécessaire. Tant qu'avait vécu Lady Elliot, l'ordre, la modération et l'économie avaient contenu les dépenses dans les limites des revenus. Mais cet équilibre avait disparu avec elle, les dettes augmentaient, elles étaient connues, et il devenait impossible de les cacher entièrement à Élisabeth. L'hiver dernier, Sir Walter avait proposé déjà quelques diminutions dans les dépenses, et pour rendre justice à Élisabeth, elle avait indiqué 2 réformes. Supprimer quelques charités inutiles et ne point renouveler l'ameublement du salon. Elle eut aussi l'heureuse idée de ne plus donner d'étrennes à Anne. Mais ces mesures étaient insuffisantes. Sir Walter fut obligé de le confesser, et Élisabeth ne trouva pas d'autre remède plus efficace. Comme lui, elle se trouvait malheureuse et maltraitée par le sort. Sir Walter ne pouvait disposer que d'une petite partie de son domaine, et encore était-elle hypothéquée. Jamais il n'aurait voulu vendre, se déshonorer à ce point. Le domaine de Kellynch devait être transmis intact à ses héritiers. Les 2 amis intimes, M. Shepherd et Lady Russell, furent appelés à donner un conseil. Ils devaient trouver quelque expédient pour réduire les dépenses sans faire souffrir Sir Walter et sa fille dans leur orgueil ou dans leur fantaisie. Chapitre 2. M. Shepherd était un homme habile et prudent. Quelle que fût son opinion sur Sir Walter, il voulait laisser à un autre que lui le rôle désagréable. Il s'excusa, se permettant toutefois de recommander une déférence absolue pour l'excellent jugement de Lady Russell. Celle-ci prit le sujet en grande considération et y apporta un zèle inquiet. C'était plutôt une femme de bon sens que d'imagination.
La difficulté à résoudre était grande. Lady Russell avait une stricte intégrité et un délicat sentiment d'honneur, mais elle souhaitait de ménager les sentiments de Sir Walter et le rang de la famille. C'était une personne bonne, bienveillante, charitable et capable d'une solide amitié, très correcte dans sa conduite, stricte dans ses idées de décorum et un modèle de savoir-vivre. Son esprit était très pratique et cultivé, mais elle donnait au rang et à la noblesse une valeur exagérée qui la rendait aveugle aux défauts des possesseurs de ses biens. Veuve d'un simple chevalier, elle estimait très haut un baronnet, et Sir Walter avait droit à sa compassion et à ses attentions, non seulement comme un vieil ami, un voisin attentif, un seigneur obligeant, mari de son ami, père d'Anne et de ses sœurs, mais parce qu'il était Sir Walter. Il fallait faire des réformes, sans aucun doute, mais elle se tourmentait pour donner à ses amis le moins d'ennuis possible. Elle traça des plans d'économie, fit d'exacts calculs, et enfin prit l'avis d'Anne, qu'on n'avait pas jugé à propos de consulter, et elle subit son influence. Les réformes d'Anne portèrent sur l'honorabilité aux dépens de l'ostentation. Elle voulait des mesures plus énergiques, un plus prompt acquittement des dettes, une plus grande indifférence pour tout ce qui n'était pas justice et équité. « Si nous pouvons persuader votre père de tout cela, dit Lady Russell en relisant ses notes, ce sera beaucoup. S'il adopte ces réformes, dans 7 ans, il sera libéré. Et j'espère le convaincre que sa considération n'en sera pas ébranlée et que sa vraie dignité sera loin d'en être amoindrie aux yeux des gens raisonnables. En réalité, que fera-t-il si ce n'est ce que beaucoup de nos premières familles ont fait ou devraient faire? Il n'y aura rien là de singulier, et c'est de la singularité que nous souffrons le plus. Après tout, celui qui a fait des dettes doit les payer, et tout en faisant la part des idées d'un gentilhomme, le caractère d'honnête homme passe avant tout. C'était d'après ce principe qu'Anne voulait voir son père agir. Elle considérait comme un devoir indispensable de satisfaire les créanciers en faisant rapidement toutes les réformes possibles, et ne voyait aucune dignité en dehors de cela. Elle comptait sur l'influence de Lady Russell pour persuader une réforme complète. Elle savait que le sacrifice de 2 chevaux ne serait guère moins pénible que celui de 4, ainsi que toutes les légères réductions proposées par son ami. Comment les sévères réformes d'Anne auraient-elles été acceptées puisque celles de Lady Russell n'eurent aucun succès? Quoi? Supprimer tout confort? Les voyages, Londres, les domestiques et les chevaux, la table? Retranchement de tous côtés? Ne pas vivre décemment comme un simple gentilhomme? Non. On aimait mieux quitter Kellynch que de rester dans des conditions si déshonorantes. Quitter Kellynch? L'idée fut aussitôt saisie par Shepherd, qui avait un intérêt aux réformes de Sir Walter et qui était persuadé qu'on ne pouvait rien faire sans un changement de résidence. Puisque l'idée en était venue, il n'eut aucun scrupule à confesser qu'il était du même avis. Il ne croyait pas que Sir Walter pût réellement changer sa manière de vivre dans une maison qui avait à soutenir un tel caractère d'honorabilité et de représentation. Partout ailleurs, il pourrait faire ce qu'il voudrait, et sa maison serait toujours prise pour modèle. Après quelques jours de doute et d'indécision, la grande question du changement de résidence fut décidée. On pouvait choisir Londres, Bath ou une autre habitation aux environs de Kellynch. L'objet de l'ambition d'Anne eût été de posséder une petite maison dans le voisinage de Lady Russell, près de Mary, et de voir parfois les ombrages et les prairies de Kellynch. Mais sa destinée était d'avoir toujours l'inverse de ce qu'elle désirait. Elle n'aimait pas Bath, mais Bath devait être sa résidence. Sir Walter penchait pour Londres, mais M. Shepherd n'en voulait pas pour lui, et il fut assez habile pour le dissuader et lui faire préférer Bath. Là, il pourrait comparativement faire figure à peu de frais. Les 2 avantages de Bath avaient été pris en grande considération. Sa distance de Kellynch, seulement 50 miles,
et le séjour qu'y faisait Lady Russell pendant une partie de l'hiver. À la grande satisfaction de cette dernière, Sir Walter et Elizabeth en arrivèrent à croire qu'ils ne perdraient rien à Bath en considération et en plaisir. Lady Russell fut obligée d'aller contre les désirs de sa chère Anne. C'était en demander trop à Sir Walter que de s'établir dans une petite maison du voisinage. Anne elle-même y aurait trouvé des mortifications plus grandes qu'elle ne le prévoyait. Et pour Sir Walter, elles eussent été terribles. Lady Russell considérait l'empathie d'Anne pour Bath comme une prévention erronée, provenant de 3 années de pension passées là après la mort de sa mère, et en second lieu, de ce qu'elle n'était pas en bonne disposition d'esprit pendant le seul hiver qu'elle y eut passé avec elle. Lady Russell adorait Bath, et s'imaginait que tout le monde devait penser comme elle. Sa jeune amie pourrait passer les mois les plus chauds avec elle à Kellynch Lodge. Ce changement serait bon pour sa santé, pour son esprit. Anne avait trop peu vu le monde. Elle n'était pas gaie. Plus de société lui ferait du bien. Puis Sir Walter, habitant dans le voisinage de Kellynch, aurait souffert de voir sa maison aux mains d'un autre. C'eût été une trop rude épreuve. Il fallait louer Kellynch Hall. Mais ce fut un profond secret, renfermé dans leur petit cercle. Sir Walter eût été trop humilié qu'on l'apprit. M. Shepherd avait prononcé une fois le mot « avertissement », mais n'avait pas osé le redire. Sir Walter en méprisait la seule idée et défendit qu'on y fît la moindre illusion. Il ne consentirait à louer que comme sollicité à l'imprévu, par un locataire exceptionnel, acceptant toutes ces conditions comme une grande faveur. Nous approuvons bien vite ce que nous aimons. Lady Russell avait encore une autre raison d'être contente du départ projeté de Sir Walter. Elizabeth avait formé une intimité qu'il était désirable de rompre. La fille de M. Shepherd, mal mariée, était revenue chez son père avec 2 enfants. C'était une femme habile qui connaissait l'art de plaire, au moins à Kellynch Hall. Elle avait si bien su se faire accepter de Miss Elliot qu'elle y avait fait plusieurs séjours, malgré les prudentes insinuations de Lady Russell qui trouvait cette amitié déplacée. Lady Russell avait peu d'influence sur Elizabeth et semblait l'aimer plutôt par devoir que par inclination. Celle-ci n'avait pour elle que des égards et de la politesse, mais jamais Lady Russell n'avait réussi à faire prévaloir ses avis. Elle était très peinée de voir Anne exclue si injustement des voyages à Londres, et avait insisté fortement à plusieurs reprises pour qu'elle en fît partie. Elle s'était efforcée souvent de faire profiter Elizabeth de son jugement et de son expérience, mais toujours en vain. Miss Elliot avait sa volonté, et jamais elle n'avait fait une opposition plus décidée à Lady Russell qu'en choisissant Madame Clay et en délaissant une sœur si distinguée pour donner son affection et sa confiance là où il ne devait y avoir que de simples relations de politesse. Lady Russell considérait Madame Clay comme une amie dangereuse et d'une position inférieure. Et son changement de résidence, qui la laisserait de côté et permettrait à Miss Elliot de choisir une intimité plus convenable, lui semblait une chose de première importance. Chapitre 3. Permettez-moi de vous faire observer, Sir Walter, dit M. Shepherd un matin à Kellynch Hall en dépliant le journal, que la situation actuelle nous est très favorable. Cette paix ramènera à terre tous les riches officiers de la marine. Ils auront besoin de maisons. Est-il un meilleur moment pour choisir de bons locataires? Si un riche amiral se présentait, Sir Walter. Ce serait un heureux mortel, Shepherd, répondit Sir Walter. C'est tout ce que j'ai à faire remarquer. En vérité, Kellynch Hall serait pour lui la plus belle de toutes les prises, n'est-ce pas, Shepherd? M. Shepherd sourit, comme c'était son devoir à ce jeu de mots, et ajouta. J'ose affirmer, Sir Walter, qu'en fait d'affaires, les officiers de marine sont très accommodants. J'en sais quelque chose. Ils ont des idées libérales
et ce sont les meilleurs locataires qu'on puisse voir. Permettez-moi donc de suggérer que si votre intention venait à être connue, ce qui est très possible, car il est très difficile à Sir Walter de sceller à la curiosité publique ses actions et ses desseins, tandis que moi, John Shepherd, je puis cacher mes affaires car personne ne perd son temps à m'observer. Je dis donc que je ne serais pas surpris, malgré notre prudence, si quelques rumeurs de la vérité transpiraient au dehors. Dans ce cas, des offres seront faites et je pense que quelque riche officier supérieur de la marine sera digne de notre attention. Et permettez-moi d'ajouter que 2 heures me suffisent pour accourir ici et vous épargner la peine de répondre. Sir Walter ne répondit que par un signe de tête, mais bientôt, se levant et arpentant la chambre, il dit ironiquement « Il y a peu d'officiers de marine qui ne seraient surpris, j'imagine, d'habiter un tel domaine. »« Ils béniront leur bonne fortune, » dit Madame Clay. Son père l'avait amené, rien n'étant si bon pour sa santé qu'une promenade à Kellynch. « Mais je pense comme mon père qu'un marin serait un très désirable locataire. J'en ai connu beaucoup. Ils sont si scrupuleux et si larges en affaires. Si vous leur laissez vos beaux tableaux, Sir Walter, ils seront en sûreté. Tout sera parfaitement soigné. Les jardins et les massifs seront presque aussi bien entretenus qu'actuellement. Ne craignez pas, Miss Elliot, que vos jolies fleurs soient négligées. »« Quant à cela, » répondit froidement Sir Walter, « si je me décidais à louer, j'hésiterais à accorder certains privilèges. Je ne suis pas disposé à faire des faveurs à un locataire. Sans doute, le parc lui sera ouvert et il n'en trouverait pas beaucoup d'aussi vastes. En ce qui concerne les restrictions que je puis imposer sur la jouissance des réserves de chasse, c'est autre chose. L'idée d'en donner l'entrée ne me sourit guère, et je recommanderais volontiers à Miss Elliot de se tenir en garde pour ses parterres. » Après un court silence, M. Shepherd hasarda. « Dans ce cas, il y a des usages établis qui rendent chaque chose simple et facile entre propriétaires et locataires. Vos intérêts, Sir Walter, sont en main sûre. Comptez sur moi pour qu'on n'empiète pas sur vos droits. Qu'on me permette de le dire, je suis plus jaloux des droits de Sir Walter qu'il ne l'est lui-même. » Ici, Anne prit la parole. « Il me semble que la marine de guerre, qui a tant fait pour nous, a autant de droits que toute autre classe à une maison confortable. La vie des marins est assez rude pour cela, il faut le reconnaître. »« Ce que dit Miss Anne est très vrai, » répondit M. Shepherd. « Certainement, » ajouta sa fille. Mais bientôt après, Sir Walter fit cette remarque. « La profession a son utilité, mais je serais très fâché qu'un de mes amis lui appartînt. »« Vraiment ?» répondit-on avec un regard de surprise. « Oui, sous 2 rapports, elle me déplaît. D'abord, c'est un moyen pour un homme de naissance obscure d'obtenir une distinction qui ne lui est pas due, d'arriver à des honneurs que ses ancêtres n'ont jamais rêvés. Et puis elle détruit totalement la beauté et la jeunesse. Un marin vieillit plus vite qu'un autre. J'ai toujours remarqué cela. Il risque, par sa laideur, de devenir un objet d'horreur pour lui-même. Et il court la chance de voir le fils d'un domestique de son père arriver à un grade supérieur au sien. Voici un exemple à l'appui de ce que je dis. Au printemps dernier, j'étais en compagnie de 2 hommes. Lord Saint-Yves, dont le père a été ministre de campagne, presque sans pain. Je dus céder le pas à Lord Saint-Yves et à un certain amiral Baldwin, le plus laid personnage qu'on puisse imaginer. Une figure martelée, couleur d'acajou, tout était lignes et rides, 3 cheveux gris d'un côté et rien qu'un soupçon de poudre. « Au nom du ciel, qui est ce vieux bonhomme ?» dis-je à un ami qui se trouvait là. « Mon cher, c'est l'amiral Baldwin. Quel âge lui donnez-vous ?»« 60 ans, dis-je. »« 40, répondit-il, pas davantage. » Figurez-vous mon étonnement. Je n'oublierai pas facilement l'amiral Baldwin. Je n'ai jamais vu un exemple si déplorable de la vie de mer. Et c'est la même chose pour tous, à quelques différences près. Ballottés par tous les temps, dans tous les climats, ils arrivent à n'avoir plus figure humaine. C'est fâcheux qu'ils ne meurent pas subitement, avant d'arriver à l'âge de l'amiral Baldwin. « Oh, vraiment, Sir Walter, vous êtes trop sévère, » dit Madame Clay. « Ayez un peu de pitié des pauvres gens.
Nous ne sommes pas tous nés beaux, et la mer n'embellit certainement pas. J'ai souvent remarqué que les marins vivent longtemps. Ils perdent de bonne heure l'air jeune. Mais n'en est-il pas ainsi dans beaucoup d'autres professions? Les soldats ne sont pas mieux traités, et même dans les professions plus tranquilles, il y a une fatigue d'esprit, sinon de corps, qui s'ajoute dans le visage d'un homme au travail du temps. Le légiste se consume, le médecin sort à toute heure et par tous les temps, et même le prêtre est obligé d'entrer dans des chambres infectes et d'exposer sa santé et sa personne à des miasmes empoisonnés. En réalité, les avantages physiques n'appartiennent qu'à ceux qui ne sont pas forcés d'avoir un état, qui vivent sur leurs propriétés, employant le temps à leur guise sans se tourmenter pour acquérir. À ceux-là seuls sont réservés les dons de la santé et les plus grands avantages physiques. Il semblait que M. Shepherd, dans ses efforts pour disposer Sir Walter en faveur d'un marin, eût été doué d'une seconde vue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.